Kamala Harris est-elle sur le point de devenir la première femme présidente des États-Unis ? Rien n'est fait, loin s'en faut, au moment où nous enregistrons cette émission, mais Studio Lacan a choisi néanmoins de revenir sur la campagne inattendue de celle qui refuse de se voir ramener à son identité ou à son genre. Alors, Kamala Harris, une candidate comme un autre, c'est ce dont nous allons discuter dans notre Divan dans le monde avec notre invitée Hélène Canquin, qui est une spécialiste de l'histoire des femmes aux États-Unis. Nous poursuivrons avec notre rubrique consacrée à l'actualité de la psychanalyse et nous recevrons Lilia Majoub qui nous présentera le thème des 54e journées de l'école de la cause freudienne qui se tiendront le 16 et le 17 novembre prochain au Palais des Congrès à Paris. Hélène Canquin. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette nouvelle invitation à Studio Lacan, puisque nous vous avions déjà reçu pour une émission consacrée à la menace sur la démocratie américaine, particulièrement sur le droit des femmes et le droit à l'avortement, menace par la remise en cause politique de l'arrêt de la Cour suprême Roe versus Wade, thème et arrêt sur lesquels portait votre thèse. Vous êtes professeur des universités en histoire et civilisation des États-Unis à Lille et vous avez récemment publié La société à l'épreuve des inégalités, regard croisé France-États-Unis, mais vous êtes aussi l'auteur d'un ouvrage en anglais, Men in the American Women's Rights Movement, et d'un autre sur le droit de vote des femmes aux États-Unis. Alors nous sommes à l'aube, comme France le disait, d'une nouvelle élection présidentielle américaine dont nous mesurons à chaque fois l'importance et la portée internationale, élection qui pourrait donc porter une femme à la fonction suprême pour la première fois de l'histoire des États-Unis. Ce n'était pas prévu, rien n'est moins sûr, comme disait France, mais c'est une possibilité. En 2016, Hillary Clinton avait échoué à la surprise générale et à l'inquiétude occidentale, je dirais. Alors, chère Hélène Canquin, comment est-ce qu'on peut inscrire dans l'histoire, au fond, la candidature de Kamala Harris ? Alors, peut-être au préalable, je voulais signaler que, bien sûr, comme vous l'avez signalé, Hillary Clinton a été battue, mais que ce qu'on oublie quand même, c'est qu'elle avait obtenu 3 millions de voix de plus que Donald Trump, ce qui fait que dans une démocratie normale, on va dire, en tous les cas sans suffrage indirect, pour les élections présidentielles, elle aurait été élue présidente et la discussion serait différente, probablement, certainement, aujourd'hui. Elle a donc souffert aussi de ce système véritablement inégalitaire du collège électoral et du suffrage indirect pour les élections présidentielles. Pour revenir à votre question, en revanche, sur la longue histoire des femmes en politique aux États-Unis, il est évident que la candidature de Kamala Harris n'arrive pas de nulle part. Elle s'inscrit véritablement dans une longue histoire, plusieurs longues histoires, des rapports entre femmes et politiques aux États-Unis. D'abord, il y a le droit de vote, la longue bataille pour le droit de vote des femmes qui commence en fait dès 1776 et la Révolution américaine, puisqu'il y a un seul État qui accorde le droit de vote des femmes
le New Jersey en 1776 sur les mêmes critères que les hommes. À cette époque. C'est une expérimentation qui dure 30 ans. En 1807, elle se termine. Et puis naît le mouvement pour les droits des femmes, et notamment le droit de vote des femmes, dans les années 1830-1840, ce qui aboutit à différentes victoires. Mais une fois de plus, le système aux États-Unis étant un système fédéral, certaines femmes peuvent voter, d'autres ne peuvent pas voter pendant de très longues années. Donc, premier territoire à accorder le droit de vote aux femmes, c'est 1869, c'est le Wyoming. Et puis, on arrive en 1920 à un amendement de la Constitution qui souligne que le droit de vote ne peut pas être limité ou restreint sur la base du sexe de la personne. Mais c'est pas la fin de l'histoire malgré tout, et ça peut aussi éclairer également l'importance de la candidature de Kamala Harris. C'est que certains États ont mis en place aussi des restrictions très fortes, notamment dans le Sud contre les Noirs, sur le droit de vote, et les femmes noires ne peuvent pas voter plus après 1920. Il faut attendre 1965 pour le Voting Rights Act qui élimine ces restrictions sur le droit de vote. Sur Johnson, exactement. Donc, qui fait suite l'une des deux lois majeures du mouvement pour les droits civiques. Donc, Kamala n'est pas, loin de là, la première femme qui candidate à la fonction suprême. Elle n'est pas la première femme qui candidate à la fonction suprême. En fait, l'histoire est également extrêmement longue, puisque la première femme à avoir déclaré sa candidature, c'est en 1872. Au moment même où très peu de femmes peuvent voter, comme je l'ai signalé, certaines femmes dans certains territoires, c'est Victoria Woodhull, qui est une figure controversée à l'époque dans le suffragisme, mais qui pose sa candidature. Alors, c'est une candidature plutôt symbolique, puisque elle ne pouvait pas être candidate dans les faits, aussi parce qu'elle n'avait pas 35 ans et qu'aux États-Unis, pour être candidate à la présidentielle, il faut avoir 35 ans. Mais c'était déjà une candidature des femmes. Donc, ce qui veut dire aussi qu'on parle du droit de vote, mais aussi du droit à être candidate. Après, effectivement, c'est pas la première femme à se présenter à la fonction présidentielle, en tout cas à se présenter à la nomination par les partis politiques, puisque vous savez que depuis plusieurs décennies, les partis politiques, les deux notamment partis politiques principaux aux États-Unis, utilisent le système des primaires. Donc il y a 1964, parti républicain, Margaret Chase Smith, qui s'était présentée. 1972, et qui est une référence importante pour Kamala Harris, c'est Shirley Chisholm. Exactement, qui était aussi la première femme noire à être élue au Congrès aux États-Unis en 1968, donc qui est une véritable pionnière et qui, elle, s'est présentée aux primaires démocrates dans une campagne très intéressante, mais qui bénéficie d'un contexte effectivement bien évidemment très différent de celui de Kamala Harris aujourd'hui. Et d'ailleurs, il y a un film qui est l'année dernière, enfin cette année d'ailleurs, qui est sorti sur les écrans, qui retrace donc le combat de Shirley Chisholm. Donc on a compris en fait, c'est effectivement donc elle hérite Kamala Harris, elle arrive donc après toute cette lignée de femmes qui ont brigué donc pas forcément l'investiture suprême, mais en tout cas des femmes candidates, comme vous dites. Et donc, elle est héritière de cette histoire, mais justement, ce qui me paraît intéressant, pour en venir à sa stratégie, justement, c'est que sa stratégie n'est peut-être pas forcément, justement, inscrite... enfin, elle se décale un peu de cette histoire. Récemment, le New Yorker titrait « Kamala isn't going back ». Donc, l'idée qu'effectivement, elle ne va pas utiliser les stratégies, on va dire, de ses prédécesseurs. Par exemple, Shirley Chisholm. Oui. C'est l'avantage d'arriver après. De voir toutes les erreurs et de voir toutes les erreurs que les autres ont commises. En fait, en anglais, on parle il y a une expression qui dit « to stand on the shoulders of », donc on se tient sur les épaules d'autres personnes qui sont arrivées avant. Et c'est exactement ça, en fait. Kamala Harris, elle est aussi
le résultat de toutes ces femmes, de ces combats, de ces mouvements, puisque c'est normal dans une élection de pointer des individualités, des personnalités, notamment pour les élections présidentielles, mais ce sont des mouvements entiers et des mobilisations dont elles bénéficient dans une certaine mesure, et notamment aussi des erreurs, de contextes différents, parce que Shirley Chisholm aussi est la première femme noire à se présenter à une primaire, en une primaire d'un des deux grands partis. Démocrate. Elle a brigué l'investiture des démocrates. Exactement. Elle ne bénéficie pas de beaucoup de financement, contrairement à Kamala Harris, qui a aussi bénéficié, en fait, dès qu'elle a déclaré sa candidature, eu un afflux de fonds, ce qui était pas le cas de Chisholm, aussi parce qu'il y a tout un système qui a été organisé depuis les années 80 notamment pour financer les campagnes des femmes aussi, et donc pour les inciter à être candidates, et en sachant que l'argent c'est aussi le nerf de la guerre pour les élections, donc il y a aussi elle bénéficie de toute une infrastructure qui est déjà présente à ce moment-là. Kamala Harris aussi, cette année, contrairement à il y a 4 ans, n'a pas vécu les primaires, puisque Joe Biden s'est désisté après, en fait, la période dite des primaires, donc elle arrive... C'était trop tard, exactement, pour organiser des primaires, donc elle arrive... sans avoir bataillé sur les primaires, qui auraient peut-être aussi eu une issue différente, peut-être. Mais ce qui n'est pas le cas en 2020. Exactement. Justement, c'est qu'elle avait brigué l'investiture du Parti démocrate en 2020. Peut-être nous rappeler ça. Donc en 2020, oui, elle se présente. Alors elle est à ce moment-là sénatrice de la Californie. Donc il faut dire que aussi des femmes sénatrices, il y en a peu. Être sénateur ou sénatrice aux États-Unis, c'est une fonction très reconnue. Parce que il y a peu de sénateurs et de sénatrices, donc c'est une fonction extrêmement importante, et qui montre aussi ses capacités déjà à se faire élire à ce niveau-là. Donc en 2020, elle s'est présentée effectivement, et elle a arrêté assez rapidement sa campagne, avant même le début de la vraie campagne des primaires. Elle a échoué. Pour diverses raisons, probablement parce que sa carrière en tant que procureur général en Californie, et ses positions, son bilan à cette époque n'était pas forcément très, n'a pas vraiment attiré le vote très progressiste. Elle était coincée entre différentes personnalités, Biden, Sanders, Warren également. Donc elle apprend de ses erreurs, probablement, et puis elle bénéficie d'un contexte assez inédit, en fait. Mais justement, parce que par rapport à Chisholm et 2020, apparemment, elle a quand même fait un déclin d'œil appuyé à la campagne de Chisholm, en reprenant les couleurs, apparemment dans ses posters et les trucs de campagne, enfin tout le matériel de campagne, et ça aujourd'hui, ce sont des clins d'œil qu'elle ne fait plus. Et peut-être que vous pouvez nous dire quelque chose, de ce qui a été beaucoup noté par les commentateurs politiques, c'est son sweatshirt, le jour où elle apprend que Biden se désiste à son profit. Elle porte le sweatshirt de Howard University, qui est aussi l'université où elle a fait une partie de ses études, et qui fait partie des universités, ce qu'on appelle les universités historiquement noires. C'est une mauvaise traduction, mais ça fait partie de ces collèges, des institutions d'éducation universitaire, qui étaient spécifiquement dédiées aux populations noires, et qui sont très prestigieuses aujourd'hui, et qui bénéficient, qui sont extrêmement importantes, notamment pour l'identité des communautés noires aux États-Unis. Et effectivement, elle met cette appartenance malgré tout en exergue à ce moment-là, tout en, je pense, essayant de gommer également à ce stade
de la compétition, on va dire, ou de la campagne, des références un peu trop marquées, effectivement, à Chisholm ou à d'autres, en fait, pionnières ou d'autres... Parce que quand Trump dit « j'arrive pas à comprendre, maintenant elle est brusquement devenue africaine-américaine », elle répond pas, en fait. Elle répond pas parce que je pense qu'il y a plusieurs... explications. D'abord, c'était pas extrêmement simple de comprendre la phrase exactement. Donc, je crois qu'il a dit elle est devenue noire ou elle est devenue. C'était pas extrêmement simple de comprendre ce que cela voulait dire. Hein. Aussi parce que c'était effectivement faux. Mais j'ai vu aussi que ce sont de toute évidence, Trump aussi prend beaucoup de ces informations, entre guillemets, dans les sphères complotistes, de toute évidence. Donc ça, c'est aussi une information, comme quoi son père était... qui dit que le père de Kamala Harris était blanc, et ça a été repris par Janet Jackson il n'y a pas très longtemps dans une interview du Guardian. Donc c'est quelque chose qui est... c'est une idée qui est remise, souvent... Il y a là donc la question de ses origines qu'elle ne met pas en avant, mais comme France l'indiquait aussi, elle semble prendre une stratégie différente quant à la question justement d'être une femme aussi, une stratégie différente de celle d'Hillary Clinton. Je pense que Hillary Clinton était... je pense que le contexte ne change pas, on va dire. Il y a des choses qui ont changé, il y a des choses qui ne changent pas. Ce qui ne change pas, c'est qu'il y a toujours Trump. Hein. C'est que... contre Hillary et contre... Il y a toujours Trump, et mais lui, en il n'a pas évolué. Lui, il n'a pas vraiment changé dans son discours elle-même. Son discours sur les questions raciales, sur les femmes, n'a pas véritablement évolué, puis c'est d'autres choses. Ce qui ne change pas non plus, c'est ce que c'est que faire de la politique pour une femme et les stéréotypes, les écueils auxquels les femmes font face. L'attention aux vêtements, l'attention... Alors expliquez-nous l'attention aux vêtements, parce que je ne pense pas que nos auditeurs... nos internautes sont forcément familiers de ces codes couleurs. Des codes couleurs. On va voir à l'écran d'ailleurs. D'accord. Donc l'un des codes couleurs qui est adopté par les femmes, et notamment les femmes qui se sont battues pour le droit de vote depuis donc plus d'un siècle, c'est le blanc, qui est l'une des couleurs du mouvement suffragiste. Et lors des manifestations suffragistes dans les années 1910, on voit les femmes donc... Là, on voit Hillary Clinton, avec exactement. Son mari au moment de à la convention. À la convention, quand elle a accepté la nomination démocrate. Et donc, c'est un code couleur que beaucoup de femmes avant elle, d'ailleurs avant Hillary Clinton aussi, ont adopté, donc Chisholm aussi, quand elle annonce sa candidature. En 2018, quand un nombre important de femmes rentrent au Congrès, elles s'habillent en blanc. Alexandria Ocasio-Cortez porte le blanc également, donc sont une couleur. Geraldine Ferraro, qui a été nommée candidate à la vice-présidence en 1984, c'est la première femme nommée à la candidature à la vice-présidence en 84 pour le Parti démocrate, porte le blanc également quand elle fait son discours à la Convention. Donc c'est une couleur qui est véritablement utilisée. Kamala Harris, quand elle, le soir, enfin, le soir de la victoire de Biden en 2020, elle porte aussi un costume blanc. Donc c'est une couleur extrêmement importante symboliquement, qui symbolise, qui est intéressante en soi, puisqu'elle symbolise bien sûr le combat antérieur des femmes pour le droit de vote, mais aussi pour la place des femmes en politique. Et effectivement, à la Convention, et puis je voyais aujourd'hui justement qu'elle est en couverture de Vogue, elle ne porte pas le blanc. Non. D'ailleurs, Chloé bleu marine. Voilà, exactement. On va voir d'ailleurs pareil à l'écran, je pense. Et donc elle fait ce choix, probablement, bien sûr, pensé. On va pas... Oui, c'est ça. C'est toute évidence pensée. Je pense que tout le monde s'attendait. Moi-même, je m'attendais à ce qu'elle arrive en portant le blanc, mais je pense que c'est fait, bien sûr, exprès pour se démarquer, pour ne pas forcément attirer l'attention, effectivement, sur ce qui a été aussi
un obstacle pour Hillary Clinton. Apparemment, mais aujourd'hui, c'est toujours facile, comme vous dites, rétrospectivement, on est tous très savants. Mais ce que les commentateurs disent, c'est que justement, Hillary Clinton a mal joué cette carte du genre et que du coup, elle a été face à Trump qui a effectivement qui multiplie les clichés, les insultes, la misogynie, etc. Vous nous en donnerez des exemples, je pense, savoureux. Eh bien, elle était toujours sur la défensive. Là où Kamala Harris, en fait, elle esquive. Elle a un côté, elle esquive tout ça, elle ne mord pas l'hameçon. C'est en ça qu'on a l'impression qu'entre 2020 et aujourd'hui, elle a changé quand même. Enfin, elle a changé, tout à fait. Et je pense que Donald Trump, d'après ce que je comprends, ne sait pas non plus très bien comment faire avec elle. C'était plus simple, probablement, avec Hillary Clinton, pour différentes raisons, mais aussi par misogynie et agisme, ageism, parce que Hillary Clinton était plus âgée et je pense qu'il y a plus encore de poids véritablement sur les femmes plus âgées dans nos sociétés. Il n'y a aucune raison que les femmes politiques soient épargnées par ça. Hillary Clinton, elle arrivait aussi avec la famille Clinton, c'est vraiment autre chose aussi. Donc il y avait beaucoup d'écueils, même si elle était de toute évidence, elle avait une longue expérience politique, y compris en tant que sénatrice. Je pense que Kamala Harris a tiré les leçons, bien évidemment, de cette campagne qui faisait qu'elle était effectivement que Hillary Clinton était sur la défensive, était obligée de toujours se positionner. Je me souviens qu'il y a un moment où elle était très émue à un moment pendant une interview et on lui a reproché, on a reproché à Clinton de jouer ou de ne pas être suffisamment forte pour diriger. C'est vraiment, quoi qu'il arrive, elle était perdante. Je pense aussi que les médias ont probablement joué un rôle important. Je crois qu'il ne faut pas sous-estimer le fait que Trump fait vendre. Ça fait des audiences, ça vend. Et que donc, on peut expliquer aussi pourquoi il est systématiquement mis en avant, que toutes ces critiques, toutes ces attaques sont mises en avant. Mais il est tout à fait gêné, je pense, par Kamala Harris, qui ne répond pas, effectivement. Il a une... Bon, la presse américaine s'en fait l'écho. C'est ils appellent son style de campagne, son ton masculiniste. Hein. Donc, l'idée, effectivement, ce qu'il met en avant, c'est le côté testostéroné. À la convention, le 4e jour de la convention républicaine, on a vu arriver un catcheur, je ne sais plus comment il s'appelle, Hulk Logan, voilà, qui s'est déshabillé, en rouge et en bleu. Enfin, il y a vraiment ce côté... Le mâle alpha, son conseiller Chung a dit que Trump était un mâle alpha et que les autres étaient des poules bouillées, je ne sais plus quel est le terme qu'il a employé. Oui. Donc face à ce discours ultra, parce qu'il assume ce discours, c'est son discours depuis toujours, ça c'est la constante. Et elle, effectivement, comment vous voyez sa réponse ? Sa réponse, alors... effectivement, on pourra peut-être parler encore de la campagne de Trump et de ses objectifs et de ses cibles. Il est évident qu'il mobilise toute une... je parlais tout à l'heure de théorie complotiste, mais il mobilise aussi tout un réseau très présent et très, très bien organisé, notamment sur Internet, qui est les masculinistes, ce qu'on appelle Voilà, exactement, Pride Boys, ce qu'on appelle en fait la manosphère, donc les masculinistes en ligne qui sont extrêmement bien organisés, qui mobilisent aussi des concepts pseudo-scientifiques, on va dire, sur le mâle alpha, ou tiré censément de sciences du vivant. Donc on a ce fond qui est accentué, exagéré aussi par le colistier de Trump, on pourra y revenir. Kamala Harris ne répond pas effectivement à ce type de provocation. Parfois, on a parlé tout à l'heure des remarques de Trump sur le fait que Kamala Harris était devenue noire. Elle ne répond pas, elle s'en sort par une pirouette ou en disant qu'il n'y a pas de
il n'y a aucune raison de répondre à ce type de commentaires, ce qui fait que effectivement, c'est quelqu'un aussi, Kamala Harris, qui a une très grande expérience en tant que procureur. Elle sait. C'est une question que je voulais vous poser. Donc effectivement, elle ne met pas en avant sa lignée, je dirais, d'origine. Elle ne met pas en avant, ou en tout cas, elle esquive à être ramenée au fait qu'elle soit une femme. Je l'ai entendu dire qu'elle disait je ne suis ni noire, ni indienne, ni femme. Je me présente parce que je considère être le meilleur individu pour exercer le pouvoir. Par contre, ce qu'elle met quand même en avant, c'est son passé de procureur. Son passé de procureur. Ça la virilise. Qui, quel type de procureur elle était? C'était une procureure dure. Effectivement, ce que je disais tout à l'heure, qui lui a probablement coûté des voix pendant les primaires de 2020. Il est évident que c'était quelqu'un de dur. Y compris, j'ai entendu, elle perd des voix dans la communauté noire, parce que par exemple tout le mouvement Black Lives Matter considère, d'ailleurs il y a un gimmick qui circule, Kamala is a cop. Exactement. C'était en fait ça, dans dans un contexte de mobilisation contre les violences policières, être procureur, c'est être policière en fait, et du côté de la police, et elle était effectivement très dure, probablement. Pour les parents qui n'envoyaient pas leurs enfants à l'école. Exactement, elle a mis en place. Elle était aussi en charge des crimes, les abus sexuels, les agressions sexuelles, donc elle était aussi à la pointe sur certains enjeux qui sont très importants aujourd'hui, très visibilisés, on va dire, aujourd'hui. Donc, c'était une procureure, on va dire efficace, mais sur la question de l'immigration. Exactement, oui. Elle avait des positions, mais ce qu'elle utilise aujourd'hui, parce qu'elle veut, je pense, et c'est ce qu'elle fait notamment ces derniers jours, elle veut toucher les modérés. Les modérés, le centre, et notamment les républicains modérés, il y en a encore, dont beaucoup, en fait, on leur a accordé une place lors de la Convention démocrate. On a accordé des places à ces républicains qui vont voter pour elle. Elle fait des appels du pied depuis plusieurs semaines. Il y a on en a parlé avant l'émission, là, du Lincoln Project, qui est donc les républicains, effectivement, modérés qui ne veulent pas voter pour Trump et qui ont fait passer une publicité dont le slogan est Be a man, vote for a woman. Exactement. Donc, sois un homme, vote pour une femme. Ce qui nous amène aussi à la question de la masculinité, bien sûr. Quel type de masculinité ces campagnes promeuvent, en fait. Et donc, elle essaye, je pense, d'utiliser ce passé de procureur comme, là, pour le coup, une expérience pour ramener, en fait, certains républicains modérés dans la bataille. Finalement, parce que c'est une femme qui fait, quoi. Enfin, le côté procureur, c'est celle, elle a fait, elle a un bilan. Et quand elle parle, par exemple, de sa mère à la Convention démocrate, parce qu'on pourrait dire, là, elle parle d'une femme, elle s'inscrit comme la fille d'eux et tout ça. Finalement, ce qu'elle met en avant aussi, c'est sa mère chercheur qui en médecine, qui fait de la recherche contre le cancer du sein en particulier. Donc, plus ce côté-là. Oui, je pense qu'elle essaye d'éviter effectivement tous ces stéréotypes ou ces obstacles, en montrant que ce que Hillary Clinton à l'époque aussi, ce que les supporters de Hillary Clinton disaient aussi, c'est que c'était elle la plus compétente. Et effectivement, Kamala Harris a plus d'expérience au final en tant qu'élue que Donald Trump, et elle a aussi effectivement cette idée de la procureure. Hein. Le personnage du procureur ou de la procureure, c'est quelqu'un de très dur, tough on crime notamment, et donc c'est une fonction qu'il a. En tout cas, qui correspond plus à des stéréotypes de genre masculin, on va dire. Bien sûr, le rapport à la justice des femmes à la justice est
comme aux États-Unis, comme en France ou dans d'autres pays, a aussi une longue histoire. Hein. Les femmes n'ont pas participé à des jurys d'assises pendant jusqu'au XXe siècle. Hein. Donc c'est aussi une victoire pour elles et d'autres femmes bien sûr, hein, d'être arrivées à cette fonction. Donc elle utilise aussi parce que au regard des soucis judiciaires de Donald Trump, elle utilise cela en disant mais moi je connais très bien Trump, je connais des gens comme Trump parce que j'ai passé ma carrière à c'est un repris de justice, hein, et c'est pas terminé je pense, mais j'ai passé mon temps à me combattre, à les faire accusés, à les faire condamner exactement pendant longtemps. Donc elle utilise aussi cette image d'une femme forte qui est armée d'ailleurs. Et qui est armée puisque effectivement elle a aussi donné des gages, je crois, à certaines personnes qui sont pour la réglementation pour le contrôle des armes à feu, mais qui ne sont pas pour l'interdiction totale de. Ça chez Oprah Winfrey. Peut-être un mot encore sur la stratégie que lui oppose Donald Trump, qui laisse les innocents, cette stratégie qui laisse les innocents incrédules, j'ai envie de dire. Je disais qu'on la comprend mieux en lisant l'analyse qu'en fait Giuliano De Empoli. Je conseille le livre aussi, Les ingénieurs du chaos. Jusque-là, moi, je pensais vous disiez que Trump reste vendeur. Jusque-là, je pensais que les réseaux sociaux amplifiaient une politique en lui donnant une résonance inédite, alors que pas du tout. C'est Giuliano De Empoli explique très bien que c'est les réseaux sociaux qui ont modifié, défini ou modelé comme tel une nouvelle stratégie politique qui répond à la logique même de leurs algorithmes. Donc on a les injures, les attaques personnelles plutôt que les idées, le fait de s'adresser et de cultiver à sa base la plus radicale, contre l'idée classique qu'il faut rassembler. Justement, vous disiez là que Kamala essaye de manger sur l'électorat républicain. Donc c'est l'idée qu'il faut ouvrir l'empan de son discours, le modérer, ou en tout cas, alors qu'il y a une stratégie trumpienne qui est beaucoup plus de accentuer la radicalité. Voilà. Une provocation par semaine, les fake news à l'occasion revendiquées comme telles, c'est-à-dire sans aucun souci de crédibilité. Enfin, tout ça, qui nous semble à nous contre-productif, répond en fait à une stratégie bien pensée, qui répond à une logique propre et dont on ne doit pas faire la démonstration de la puissance qu'elle a, puisque, je voulais vous interroger là-dessus, les sondages montrent que même si elle a un petit avantage, elle a loin d'avoir la certitude, on est loin d'avoir la certitude qu'elle gagne, et qu'elle a une puissance que, alors on pourrait dire, c'est une stratégie éprouvée, éculée, celle de Donald Trump, mais elle garde sa puissance. Et sa puissance, c'est aussi la difficulté à prévoir aussi. Si on reprend donc le terme, à créer le chaos, de toute évidence, qui est important. Comme je le disais, en fait, Donald Trump s'appuie effectivement sur les réseaux sociaux, sur des entrepreneurs aussi qui sont en lien avec la Silicon Valley, ou des entrepreneurs donc Twitter, enfin X, Elon Musk, c'est un bon exemple. Peter Thiel aussi, qui est un entrepreneur qui a travaillé notamment avec J.D. Vance, dont on parlait tout à l'heure, qui est le colistier de Donald Trump, et qui semble avoir imposé en fait J.D. Vance à la campagne Trump pour être le candidat à la vice-présidence. Donc tout cela, en fait, effectivement, c'est une stratégie pensée, comme vous le dites. Ce qui est, je pense, ce qui est intéressant et peut-être aussi difficile à comprendre, c'est que Donald Trump est souvent en roue libre, en fait. Il peut dire, comme vous le dites, il peut dire tout ce qui lui passe par la tête.
sans souci de vérifier l'information. C'est effectivement tout un mouvement dans la société aux États-Unis, mais dans d'autres pays également. Voilà, un rejet des médias établis également. Donc il fait appel à une base. Il cible, sa campagne cible une base radicalisée. Très radicalisée, on ne parle pas de personnes... on parle de personnes véritablement radicalisées sur les questions de genre, sur les armes à feu, sur la suprématie blanche, actuellement, tous les discours sur les immigrés qui fondés sur des rumeurs fausses, colportées, amplifiées, notamment contre la communauté haïtienne, mais pas seulement. Tout cela fait partie effectivement d'une idée qu'on peut radicaliser, enfin de radicalisation ou de ciblage d'une frange radicalisée en pensant qu'elle va se déplacer, que c'est celle qui va alors que les autres ne vont pas forcément se déplacer sans chance. Baisser le seuil de tolérance aussi par rapport à tous ces complètement, parce qu'il y a des choses qui semblent... On s'y habitue, en fait. Il y a plus de... moi, je me souviens, comme tout le monde, du moment où Donald Trump était en campagne, et puis il est devenu président, et c'était effectivement des manifestations devant la Maison-Blanche toutes les semaines. Et puis, on a perdu le fil de toutes les provocations et de toutes les politiques qu'il a menées. Donc, en fait, c'est effectivement... je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est une stratégie menée quand même par quelqu'un d'imprévisible, malgré tout, ça, pour diverses raisons. Et la misogynie et le discours masculiniste dont on parlait tout à l'heure est extrêmement mis en avant. Mais je pense que la fonction probablement de J.D. Vance, qui est son colistier, sa fonction, c'est celle-là aussi. C'est de faire monter la mayonnaise autour de ce discours-là. De ce discours-là. Donc, il a traité de Kamala Harris de Childless Cat Lady, donc en faisant, et d'autres, pas que lui, mais utilisant des stéréotypes parce que Kamala Harris n'a pas d'enfant biologique. Elle a en revanche élevé en partie les enfants de son mari. Ouais, elle a répondu récemment, exactement, parce que la gouverneure de l'Arkansas, Sarah Sanders, Huckabee Sanders, l'a attaquée aussi sur le fait qu'elle n'avait pas d'enfant biologique, je rappelle, et elle a répondu qu'elle avait... qu'il y avait plusieurs familles et plusieurs types de familles. Je crois que l'un des enfants ou l'une des enfants de son compagnon, de son mari, a répondu également en disant qu'il la considérait en fait comme leur mère aussi, leur deuxième mère, on va dire. L'ancienne femme de Doug Emhoff, qui est le mari de Kamala Harris, a également répondu. Enfin, il y a aussi, mais ces attaques sont extrêmement importantes. J.D. Vance, quand il dit que les femmes après la ménopause, le rôle des femmes après ménopause, c'est de s'occuper des enfants. Des petits-enfants, parce que pour gérer le problème des crèches et de l'absence totale de système de garde d'enfants aux États-Unis, ça c'est une provocation. En tout cas, c'est un appel effectivement à une cible, à un auditoire spécifique, bien ciblé. En tout. Oui, c'est ça, peut-être qu'ils y croient, mais il y a aussi une dimension de provocation, absolument revendiquée, et c'est un système assez... pervers, parce que au fond il y a une stratégie de Kamala Harris qui est plus digne d'esquiver, comme vous disiez, par exemple sur la fameuse dans le débat la fameuse fake news des Haïtiens qui manquaient les chats. Elle a rigolé, au fond. Elle a rigolé en disant, en mettant la chose de côté. Et donc, effectivement, j'ai vu que dans un des derniers clips de campagne de Donald Trump, ils retournaient à leur avantage le fait que, oui, ils se moquent de nous, ils ne nous croient pas, mais nous renverserons l'Amérique. Et donc, cette idée qu'il y a une raison ou une intelligentsia qui se moque d'eux, agrège. Complètement, oui. Et en même temps, il y a une question extrêmement importante dont on n'a pas vraiment parlé, c'est l'avortement. Et je vais peut-être dire un dernier mot sur ce point. C'est une campagne genrée. C'est une campagne obligatoirement genrée, effectivement, ce qui explique aussi que parmi les électeurs et électrices
tout à fait acharné de Donald Trump figurent des évangéliques protestants qui reconnaissent que Donald Trump est probablement un homme imparfait, mais qu'il leur a amené l'interdiction, en tout cas la fin de l'arrêt de la Cour suprême Roe vs Wade. Et on peut-être penser que l'avortement, en revanche, pourra mobiliser des femmes, y compris des femmes républicaines, parce que c'est un enjeu important, dans les sondages aujourd'hui, quand on demande aux personnes, bien sûr, il y a toujours l'économie qui revient, l'immigration, au regard de... Et c'est le troisième thème extrêmement important, et qu'elle met exactement en avant, parce qu'elle a toujours, en revanche, elle a eu une ligne extrêmement claire depuis le début sur cette question de l'avortement. Alors malheureusement, on est obligé de s'arrêter. La discussion est passionnante. Bon, c'est un peu exagéré de vous poser la question, mais bon, qu'est-ce que vous en pensez de cette stratégie ? Vous pensez qu'elle va être payante, la stratégie de Kamala ? De Kamala. Cette stratégie plus digne. Et vos pronostics ? Non, vous ne croyez pas obligé. Je pense que moi je pensais qu'Hillary Clinton allait gagner, donc j'essaye maintenant d'être plus prudente parce que, comme on l'a dit, en fait, les sondages aujourd'hui sont quand même trop incertains. Elle a gagné au vote populaire, mais pas au... Et le vote est trop incertain. Les prévisions aujourd'hui sont trop incertaines, notamment dans les États clés, qu'on appelle les swing states, qui peuvent basculer d'un côté ou de l'autre. Et il est vraiment à mon avis, trop compliqué de le dire. Je pense qu'elle aura... je peux faire un pronostic sur le fait qu'à mon avis, elle aura plus de voix que Donald Trump. En revanche, savoir si ça va se traduire par une victoire, je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, rendez-vous bientôt. Peut-être pas le 5 novembre, parce que comme maintenant, on met plusieurs semaines. Généralement, il y a un mois de plus. Il y a un mois de plus, voilà, exactement. Bon. On saura bientôt. Bon, merci beaucoup, Hélène Canquin. Et nous allons passer donc à notre prochaine rubrique. Et nous accueillons Lilia Majoub qui va nous parler des 54e journées de l'école de la cause freudienne. Bonjour Lilia Majoub. Vous êtes psychanalyste, vous exercez à Paris, vous avez aussi occupé de nombreuses fonctions dans le mouvement psychanalytique. Vous avez été présidente de l'école de la cause freudienne et de la New Lacanian School. Et là, vous assurez la direction des prochaines journées de l'école de la cause freudienne, les 54e, dont le titre est « Phrases marquantes ». Alors c'est un thème inédit dans le champ de la psychanalyse. Oui. Et depuis qu'il a vu le jour, il a déjà fait parler et écrire. Beaucoup. Il est d'ailleurs parfois difficile de tempérer les élans d'enthousiasme pour que le thème ne soit pas trop vite traité, avant l'heure, avant l'événement, pas trop défloré. Il y a quelque chose de particulier avec ce thème, contrairement à ceux qui renvoient immédiatement à un concept, à une notion psychanalytique, bien sûr. C'est qu'il résiste aux interprétations, c'est-à-dire aux significations qu'on veut lui trouver. Car si, apparemment, c'est un titre simple, composé de 2 mots, phrase au pluriel, marquante, il l'est moins quand on le prend du point de vue psychanalytique. C'est donc plutôt heureux que ce titre résiste et qu'on ne puisse donner tout de go la définition de ce qu'est une phrase marquante. Alors, est-ce que vous pourriez néanmoins commencer à nous le situer, ce titre ? Bon. Si on prend l'offre du psychanalyste, n'est-ce pas ? Quand il reçoit quelqu'un, celle de dire n'importe quoi, ça c'est l'expression de Lacan, ou de dire ce qui lui vient à l'esprit, de ne rien omettre en renonçant à toute critique ou à tout choix, ça c'est ce que dit Freud, n'est-ce pas ? Et qui n'est pas tout à fait pareil que ce que dit Lacan. On pourrait penser que tout ce qui se dit a de l'importance. Ce n'est pourtant pas le cas, car c'est bien dans ce dire n'importe quoi, dans cette association dite libre, que peut surgir une phrase, un mot, qui sonne, dissonne ou résonne autrement que les autres,
aux oreilles de celui qui parle, bien sûr, mais aussi à celles du psychanalyste ou aux deux. C'est ça alors une phrase marquante ? Qu'est-ce qui permet de le dire ? Il faudrait d'abord parler de sa place, de son origine, enfin d'examiner sa place, son origine, ses effets, voir son devenir aussi dans une cure, bon, etc. Il y a beaucoup de facteurs. Mais n'allons pas trop vite. Je vous disais qu'il n'y avait pas de définition établie de la phrase marquante. Pourtant, déjà, avec ce qui se ferait entendre autrement, ne serions-nous pas, en effet, sur la voie de ce qu'est une phrase marquante ? Alors, traditionnellement, c'est vrai qu'on associe en psychanalyse la phrase marquante à la période de l'enfance, de la petite enfance. Est-ce que ce serait une première manière de prendre les choses ? Lacan a mis l'accent sur la sonorité des signifiants. Et qu'avant même de savoir parler, l'enfant reçoit des sons, cette sonorité justement, et que ce n'est pas sans effet sur lui, ces sons. Il va peu à peu en jouer, jusqu'à ce qu'il puisse articuler une phrase, et ce, avant même de savoir ce qu'elle veut dire. Il aura même une préférence marquée pour certaines phrases, pour la sonorité de certains mots. Peut-être, alors, peut-on en déduire que ceux-ci l'ont marqué, ont percuté quelque chose qui le concerne au plus haut point, en tant que sujet de l'inconscient. Donc il s'agirait alors que de la dimension que nous disons signifiante ? Dans cette prédilection pour des mots qu'a l'enfant, il y a quelque chose en effet qui ne concerne pas que le signifiant, mais également l'objet. Ces objets partiels qui n'ont pas d'image spéculaire comme telle et dont Lacan disait que c'était la doublure du sujet. Sujet de l'inconscient toujours. Parfois, certains signifiants utilisés par l'enfant visent la chute de l'objet. Ainsi, des noms d'objets communs prennent-ils la valeur d'injures. C'est ce qu'il se passe avec le patient de Freud, c'est un cas fort connu qui est surnommé l'homme au rat, quand il est tout petit. Et qui, dans une crise de rage, injurie son père en lui disant « Toi lampe, toi serviette, toi assiette », etc. Ce fut tellement marquant pour le père de recevoir de telles injures qu'il s'exclama « Ce petit-là deviendra ou bien un grand homme, ou bien un grand criminel. » Bon, alors là, on a quand même deux phrases marquantes, celle du fils, l'homme au rat, et celle du père. Ah oui, avec son blasphème, cet enfant fait déchoir le signifiant, toi, au rang d'objet. On peut même dire qu'il rabaisse l'autre, avec un grand A, l'autre, en l'occurrence le père, et puis ce toi, avec, qui scande toute la phrase à plusieurs reprises, qu'il le rabaisse donc à l'objet déchu. N'est-ce pas ? La lampe, les serviettes. Seul moyen, justement, qu'il a d'atteindre cet autre, ce grand autre, et de le détruire. C'est bien, en effet, une phrase marquante que celle du père, n'est-ce pas ? Qui vient en réplique et qui ne l'est pas moins marquante que celle de l'enfant. Car devenu adulte et névrosé, cet enfant, ce sujet, aura le fantasme d'être un criminel. Même si Freud fait répéter au sujet leurs leçons dans leur grammaire, avec des phrases que l'on relève dans ces fameux cas, ces cas éclatants, comme disait Lacan, on ne saurait cependant réduire une phrase marquante à sa seule grammaire et au signifiant qu'il articule, puisqu'il y a une jouissance en jeu, un objet. Alors vous avez évoqué dans l'argument que vous avez écrit pour ces journées une référence de Lacan à l'écharde dans la chair. Oui, ben, vous le savez certainement, c'est extrait d'une phrase de l'apôtre Paul dans sa deuxième lettre aux Corinthiens. Il s'agit de la marque de sa rencontre et de ses révélations avec Jésus qu'il a vu
et entendu. Il la porte dans la chair, cette écharde, dans son corps, pour ne pas s'enorgueillir de ce qui lui est arrivé lors de cette rencontre. Et en effet, certaines rencontres impriment ainsi leur marque qui sépare la jouissance du désir. C'est une coupure entre la jouissance et le désir, n'est-ce pas? Cela m'a fait penser à une autre rencontre, celle d'Abraham avec la voix de celui dont le nom est imprononçable, et qui, après qu'il lui demanda le sacrifice d'Isaac son fils, lui désigna un bélier à sacrifier à la place de celui-ci. Alors, que nous dit Lacan, justement, à ce Alors, propos? Lacan dit ça. Ici se marque le tranchant du couteau entre la jouissance de Dieu et ce qui, dans cette tradition, se présentifie comme son désir. Tradition hébraïque. Cela s'est traduit dans la loi de la circoncision, comme ce qui symbolise l'alliance du peuple avec le désir de celui qui l'a élu. Et le petit morceau de chair tranchée en est le signe. Bon, bien, si j'évoque ça, c'est parce que ce sont des références de Lacan, bien sûr, à partir de textes, de phrases qui sont au fondement de notre humanité. Que l'on soit croyant ou pas, c'est pas le problème. Certaines de ces phrases sont une mine pour notre réflexion en psychanalyse. Il y aura aussi des cas cliniques durant ces journées, j'imagine. Oh oui. On ne va pas parler que de religion. Oh oui. Non, on ne parlera pas que de religion. On ne va pas parler de religion de toute façon. Mais il y aura beaucoup de cas cliniques. Il y en aura plus d'une centaine et qui seront essentiellement présentés lors de la première journée, n'est-ce pas? Ce ne seront pas, en effet, des textes bibliques, puisqu'il s'agit de cliniques contemporaines. Toutefois, il s'agit de discerner dans ces cas cliniques comment, ou en quoi plutôt, une phrase peut, dans l'analyse, produire une coupure, en effet, entre la jouissance et le désir. Ce sera à l'ordre du jour, avec d'autres façons, bien sûr, c'est pas la seule, de cerner ce qu'il en est d'une phrase marquante. J'ajoute que nous aurons de belles surprises dans l'approche de ce thème lors de la plénière du dimanche. Mais je ne peux pas vous les révéler, là. Pour l'instant, ce pas des surprises. Ce ne serait plus une surprise. Eh bien, on aura d'autres... Ce sera un scoop. Oui, voilà, en quelque sorte, d'autres phrases véhiculées par notre époque, provenant de l'art, de la poésie, de la littérature, du théâtre, du cinéma et de la musique, n'est-ce pas? Et qui sont souvent enfermées dans des significations souvent erronées. On y ajoute aussi... on y ajoutera des phrases venant de chants tels que la science. On verra ce qu'elles engendrent, parfois des effets délétères, pas toujours. Et puis de la politique également. Engendrer certaines phrases en politique, dans des discours politiques, peuvent engendrer des effets délétères, en tout cas peu souhaitables pour la société. Et nous aurons donc à les découvrir, voire à les redécouvrir, et puis nous aurons à leur sujet des commentaires éclairés. Voilà. Bon, écoutez, merci beaucoup Lilia Majoub de nous avoir présenté donc ce thème très inspirant et nous avoir dit quelques petites choses, nous avons mis l'eau à la bouche sans trop en dire. Donc notre émission est terminée, donc il nous reste à vous remercier toutes les deux, Hélène Canquin, Lilia Majoub, d'avoir participé. Merci. Et nous nous retrouvons la semaine prochaine.